a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour ce petit épisode réponse un peu spécial, puisque en fait je vais répondre, alors ça arrive de temps en temps que je fasse ça, mais je vais répondre à des questions qu'on me pose en MP, que ce soit sur Instagram, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok par exemple, où vous avez peut-être vu passer cette information qu'il y aurait une lutte, un combat entre deux trends, ce qu'on appelle des trends, donc des mouvements à suivre sur les réseaux, voilà, des propos qu'on va reprendre généralement pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ça peut être des musiques, etc. Et donc il y a une trend qui avait été lancée, qui s'appelle la trend Montessori, qui va s'opposer à la trend Ghettosori. Alors, remontons un peu le fil de tout ça, parce que je reçois plein de questions sur ce que j'en pense, mon avis, et en fait, le truc, c'est que mon avis, il est très nuancé, et j'ai pas réussi à le mettre en vidéo courte, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit épisode comme ça de podcast sur le sujet, parce que ça me paraît intéressant d'amener autre chose que du clivage, que du jugement, que de la lutte, etc. Je m'explique donc, pour revenir au début de cette grande embrouille qu'on voit arriver sur TikTok et qui a été repris dans des médias, au Huffington Post, chez parents, etc. Donc voilà, on va essayer de balayer tout ça. Alors, déjà, ça a commencé par... sur TikTok, alors tout ça part de TikTok, par ailleurs. Et donc ça a commencé par... principalement une maman, dont le compte Instagram est TikTok, est Armelle Montessori, et qui s'identifie, on va dire, voilà, on va plutôt dire ça comme ça, comme une maman Montessori, et qui aurait une famille Montessori, parce qu'elle pratique l'éducation Montessori. Bon, déjà, vous qui écoutez depuis longtemps, qui me suivez depuis longtemps, vous voyez bien le problème qu'on a. C'est que, en fait, l'éducation Montessori, ça n'existe pas. Voilà, il suffit d'avoir, déjà, être formé Montessori, on va vite comprendre que ça marche pas comme ça. Et puis, il suffit d'avoir ne serait-ce que lu les livres de Maria Montessori pour comprendre que ça n'existe pas. Maria Montessori n'a jamais indiqué que c'était une méthode éducative. Le seul moment où elle parle de ce sujet, c'est dans une retranscription d'une conférence, alors je crois que je l'avais noté, ça doit être en Autriche, mais jamais elle n'a présenté ça comme une vision éducative, en fait. C'est-à-dire, ça s'adressait pas spécialement aux parents, en fait. En tout cas, pas dans la relation des parents à l'enfant. Voilà, c'est ça qui est important à bien cerner déjà dès le départ. C'est qu'on est sur quelque chose qui, en fait, est hors sujet, qui est à côté, en fait. On ne peut pas être un parent Montessori. Ça n'existe pas. Alors, pourquoi est-ce que cette appellation est utilisée ? Alors, si on part du principe, moi je vais avoir plusieurs approches à chaque fois, donc si on part d'un principe où il n'y a pas de stratégie derrière, où c'est juste une bonne intention qui est très maladroite, on trouve que Montessori il y a de la bienveillance et tout, on peut se dire voilà, moi mon éducation elle respecte certains principes de Maria Montessori, je considère que je fais une éducation Montessori. Bon, le nom n'étant pas protégé, ma foi, on fait bien ce qu'on veut avec. Et deuxième point, le nom n'étant pas protégé, ma foi, on fait bien ce qu'on veut avec. Et du coup, on peut aussi se dire que ça peut être une stratégie marketing, d'utiliser un nom aussi connu, célèbre et souvent dévoyé que celui de Montessori, pour donner une certaine crédibilité à son propos, pour surtout être repéré par les algorithmes, vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça, pour être repéré par les algorithmes des réseaux sociaux, surtout de TikTok,
et parce que cette personne est très présente sur TikTok, et voilà, et de faire adhérer les gens, en tout cas de faire croire aux gens que ça fait partie d'un truc reconnu, etc. Voilà, sachant que derrière, il y a... pourquoi est-ce que je parle de stratégie ? Parce qu'en fait, j'y reviendrai après, mais je pense qu'en effet, il y a potentiellement une stratégie commerciale, lucrative derrière. Donc déjà, on a ce point-là de c'est pas vraiment maîtrisé. Donc sachant que Maria Montessori n'a jamais évoqué ça, en tout cas pas dans la relation à l'enfant. La seule fois, comme je vous l'ai dit, où elle a évoqué, c'est dans une conférence. Et donc il y a une retranscription de cette conférence qui existe, mais c'est tout. Enfin, par rapport à tous ses travaux, c'est peanuts. Et surtout, elle a toujours expliqué qu'elle c'était une méthode de pédagogie, c'est quelque chose de très encadré. L'autre point où ça suscite quand même des réflexions, c'est que ça voudrait dire aussi que Montessori égale forcément bienveillance, que nenni. Alors là, désolé si je fais voler quelques croyances en éclats, mais estampiller Montessori, que ce soit des parents ou une école, ça n'empêche absolument pas les violences. Voilà. Et bien entendu, ça ne va pas, en tout cas pour l'école, ça ne va pas dans le sens de la pédagogie Montessori. Ça c'est une évidence, mais encore une fois, le nom n'est pas protégé. Il y a des écoles Montessori où il y a de grandes violences envers les enfants, il faut le savoir. Il y a des parents qui vont utiliser des activités Montessori, ça les empêche pas d'être violents envers les enfants. Enfin, je pense que là, il y a un vrai sujet aussi, c'est que ça passe encore une fois à la trappe un sujet important qui est celui des violences envers les enfants, du non-respect de leurs droits. Voilà, ça me paraît essentiel de montrer que non, c'est pas parce qu'on a mis une jolie étiquette Montessori sur quelque chose que, en fait, ça implique que les droits des enfants soient respectés, qu'il n'y ait pas de violence, que ce soit dans un foyer ou dans une école. Donc ça, c'est important de bien s'en rappeler. L'autre point aussi, bien sûr, c'est que en fait, ça va aussi encore créer des clivages, puisque c'est extrêmement exigeant. Dans la première fois que j'ai entendu parler de ce conte de cette maman, en fait, elle était dans la sauce. Elle se prenait un gros harcèlement parce qu'elle avait fait une vidéo en expliquant qu'elle était en train d'attendre dans la voiture que son bébé qui s'était endormi se réveille parce qu'elle voulait pas perturber son cycle de sommeil, etc. En disant, toujours encore une fois, en estampillant famille Montessori. Bon. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on est quand même encore une fois à côté de la plaque. Maria Montessori n'a jamais expliqué qu'il fallait forcément attendre. Elle expliquait qu'on pouvait essayer de chercher à respecter les rythmes des enfants, bien entendu, mais elle a jamais donné... Enfin bref, c'est une adaptation, on va dire, une interprétation très libre. Mais je me suis dit, franchement, juste, qui a jamais attendu dans la voiture que son enfant se réveille ? Et si vous l'avez, et je vais vous dire un truc, si vous l'avez jamais fait, c'est pas grave. Le sujet, c'est pas ça. C'est que si on a les moyens d'énergie et technique d'attendre que l'enfant se réveille, moi perso, je l'ai déjà fait plein de fois. Vous-même, vous savez, hein, si vous me suivez sur les réseaux, que bébé et voiture, là, depuis l'arrivée de Lucas, c'est quelque chose, mais même pour Sarah, plein de fois, c'est arrivé. Pourquoi ? Tout simplement parce que, avec une vision ne serait-ce qu'à court terme, en fait, je préférais dépenser 30-45 minutes de mon temps à être dans la voiture, à lire un livre ou même à m'ennuyer, pour avoir un bébé en forme et facile à vivre dans les 2-3 heures qui suivent, plutôt qu'en effet le réveiller ou la réveiller et avoir un bébé grognon, voilà. Tout simplement parce qu'en fait un bébé qui dort c'est mieux si on le réveille pas. Mais il y a plein de fois où on ne peut pas faire autrement, voilà. Et moi le premier, vous le savez, j'endors souvent Lucas en voiture. Et moi, le premier, j'ai vite travaillé le fait de pouvoir déplacer le cosy dans la chambre pour pouvoir récupérer du temps de vie derrière. Très longtemps, j'ai roulé... Enfin, cet été, j'ai beaucoup roulé. Très longtemps, pas tant que ça, c'est vrai que c'est mon côté marseillais, ça. Très longtemps, j'ai roulé tout le long, mon record étant de 2h20 cet été. Ensuite, je m'arrêtais, parce que c'est quand même fatigant de conduire autant. Je m'arrêtais juste en laissant le moteur tourner. Et ensuite, en fait, assez rapidement, depuis la rentrée de septembre, j'ai établi des stratégies pour réussir à aller poser le cosy dans la chambre, quoi. Voilà. Et maintenant, c'est plutôt cool, puisqu'en fait, je l'endors en 15-20 minutes. Je pose le cosy, et l'autre soir, là, au moment où j'enregistre cette semaine, il est resté 2 heures. Et voilà, il commence d'ailleurs à mieux s'endormir le soir, donc c'est cool, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, tout ça pour dire que cette maman, j'étais là, attends, faut la soutenir. Donc, en effet, j'ai réagi sur TikTok en soutien à cette maman, et je me suis dit, j'allais voir son compte un peu. Bon. Alors, j'enlève toujours pas mon soutien aux parents qui restent dans la voiture et à ceux qui restent pas parce qu'on a le droit aussi de vouloir autre chose, etc. Mais je pense que juste on peut se permettre d'avoir des pas de côté des fois là-dessus en se disant, en fait, où est-ce que je place mon énergie et quel gain je vais avoir d'attendre 30 minutes que bébé fasse une sieste dans la voiture.
Voilà, on peut questionner ça parce que je pense qu'il y a des vraies chouettes réponses. Mais donc bref, je guette un peu les contenus et là je m'aperçois que bon bah elle se réveille à 2h du mat pour faire des pommes de terre à son enfant. Ma foi, elle fait bien ce qu'elle veut, ils font bien ce qu'ils veulent, c'est pas un souci. Mais elle estampille ça encore de Montessori. Bon, alors Maria Montessori n'a jamais dit que vous deviez niquer votre sommeil, voilà, pour faire de la cuisine à 2h du mat, etc. Et surtout, ça pose un autre problème, et c'est bien pour ça que Maria Montessori ne s'est jamais aventurée sur le sujet de la relation parent-enfant, en tout cas pas en détail, c'est que, ok, tu fais ça, t'as un enfant, parce que cette personne a un enfant, tu fais ça, t'as un enfant, d'accord ? Comment tu fais pour te lever la nuit à 2h du mat si t'as un deuxième bébé qui est accroché à ton sein, parce que justement tu allaites, comment tu fais pour te lever, aller cuisiner des pommes de terre ? Tu vois ? C'est juste pas possible en fait. Et alors, quand on a les moyens de le faire, c'est très bien, mais venir estampiller ça de « il faut le faire », parce qu'en fait le discours est quand même très très péremptoire. Hein. C'est « il faut le faire », il y a pas d'autre option, et si tu le fais pas, t'es un mauvais parent, bien entendu. En tout cas, tu fais pas le mieux pour ton enfant, et quand même t'es un parent pas très chouette. Et ces réponses en commentaire, si vous passez sur TikTok, je vous invite à les lire, sont extrêmement culpabilisantes, c'est d'une violence inouïe quand même. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, bah écoute, je l'ai soutenu une fois, puis je vais la laisser tranquille, hein, voilà, c'est ma foi, ils font ce qu'ils veulent, même si elle a un certain succès, etc. Voilà, je m'en mêle pas, voilà, j'ai pas de raison d'aller l'emmerder et tout. Et puis un jour, elle a fait une vidéo où j'ai beaucoup été tagué, où que beaucoup de personnes sur TikTok m'ont envoyé, où elle explique que avoir une chambre parentale, c'est, je cite, délétère et catastrophique pour l'enfant. Et parce que chez eux, il n'y a pas une chambre parentale, il y a une grande chambre pour tout le monde, mais comme tellement de familles qui font du cododo, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais faire du cododo, c'est pas un problème de faire du cododo. Mais venir dire aux parents qui ont une chambre parentale que le simple fait d'avoir une chambre parentale, c'est délétère et catastrophique pour l'enfant, franchement, je trouvais ça gros. À un moment, faut arrêter. Et donc, j'ai réagi à sa vidéo en faisant une sorte de collage. J'ai récupéré la vidéo et j'ai fait un collage juste pour dire, mais en fait, non, stop. Pareil, elle expliquait qu'avoir une chambre parentale, les parents allaient avoir des sujets d'exposer leur intimité, mais et donc leur sexualité. Donc il y avait déjà une confusion très très grande. Intimité et sexualité, ce sont quand même deux sujets très différents qui s'entremêlent par endroits, mais très différents. Je veux dire, moi, je défends clairement le fait que peu importe qu'on soit hétéro enfin peu importe le schéma du couple parental quand il y a couple parental, mais le fait de montrer devant nos enfants que on se câline, que on s'embrasse, que qu'on a des gestes tendres, ce sont des gestes intimes. Mais je trouve ça très bien que les enfants, et enfin je trouve ça, par ailleurs, je vous invite à suivre des comptes comme Tess ou Myriam ou Mimi, mais c'est très bon en fait pour leur construction, de voir comment est-ce qu'on aime une personne avec respect, de voir comment est-ce qu'on peut câliner une personne, de voir comment est-ce qu'on peut proposer une personne, tiens, est-ce que je peux t'embrasser, de voir comment est-ce que le corps peut réagir, mais aussi comment est-ce que quand t'arrives, par exemple, je me rappelle de moments par exemple où moi je peux arriver près de Noëlla en douceur, en voulant lui faire un bisou, elle me dit non, là pas tout de suite et tout, enfin pas maintenant, et ok, je passe à autre chose. De voir ces scènes-là en fait, qui sont des scènes intimes, en fait, ça permet de justement construire une bonne relation à son intimité, au consentement. Donc là, ouais, j'avais réagi parce que j'étais là, waouh, ça part loin et tout. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, on part d'une idée qui est intéressante, qui est donc on a ce concept un petit peu d'éducation bienveillante avec les besoins de l'enfant au milieu et tout. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais malheureusement, autour de ça, gravitent assez souvent, en tout cas sur ce compte-là, des vidéos de personnes qui, de cette personne et d'autres personnes, hein, mais qui sont pas du tout fondées, premier point, sur rien du tout, et qui sont d'une culpabilisation incroyable. Un autre compte, une certaine Alma, qui était par ailleurs venue masticoter, qui poste comme ça en fait en message pour les parents, pareil, qui soutient beaucoup ce sujet Montessori. Être parent, c'est apprendre à ralentir, à prendre le temps pour son enfant. Si tu n'es pas prêt à cela, pourquoi être devenu parent? Bon. Tu vois, alors déjà tu lis ça quoi. Imagine, juste ça. Hein. Imagine, moi ma compagne Noëlla, tu vois, je lui ai fait lire hier soir.
Elle m'a dit, mais t'imagines, moi je lis ça alors que je suis en plein postpartum et que je culpabilise à fond parce que j'arrive pas à avoir assez de temps avec ça et que c'est compliqué parce que toutes ces personnes-là n'ont qu'un enfant. Faut bien se garder ça en tête. Hein. Euh, mais je lis ça, en fait, je me sens comme la dernière des merdes à un moment où je suis déjà fatigué et tout. Et franchement, je tiens juste à rappeler que ce soit la personne que je viens de dire ou la première que je citais, Armelle Montessori, je tiens juste à rappeler pour les personnes qui nous écoutent que le suicide est la première cause de mortalité chez les mères en postpartum. Ce genre de message extrêmement culpabilisant d'une violence inouïe pour une personne en état de détresse, mais waouh. Je dis pas que ça peut conduire au suicide, attention, c'est pas mon propos, je dis juste attention, quand même, on sait, c'est statistiquement établi que c'est une période de grande fragilité, de grande détresse émotionnelle, le postpartum. Est-ce qu'on a besoin de s'exposer à ça? Et bien entendu qu'on peut aussi répondre que c'est chaque personne a la responsabilité de la consommation de contenu, ça je l'entends. Mais bon, voilà. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que il y avait un sujet, je pense, financier de toute façon derrière ça, puisque dans ma vidéo réponse, en fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo réponse? Parce que à la base, sous sa vidéo de départ, j'avais juste commenté en disant, est-ce qu'on peut avoir ta source qui te permet d'affirmer que que c'est délétère et catastrophique pour l'enfant? Et tout simplement, en fait, elle m'a bloqué. Alors, bon, c'est pas la première fois que je me retrouve bloqué par quelqu'un, c'est pas un problème. J'étais là, mince, ok, je vais faire une vidéo réponse puisque j'ai pas d'argument derrière pour en commentaire, donc moi je vais faire une vidéo réponse pour essayer d'arrêter la désinformation. Et puis du coup, donc dans la vidéo, je dis qu'elle m'a bloqué parce que j'ai demandé une source, et du coup là j'ai eu plein de messages et de commentaires de personnes qui m'ont dit, mais en fait, elle bloque les personnes qui demandent des sources, et elle laisse tous les haters. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ça j'ai pas percuté, mais au début, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais constaté dans les commentaires. Je me suis dit, dis donc, elle se prend gavé de haters, et puis elle a pas l'air de bloquer, parce qu'en fait, les mêmes reviennent. Et, mais ça fait des vues, en fait. Ça fait des vues. Et je pense que derrière ça, il y a en effet un sujet où on utilise le mot Montessori pour, d'une part, passer des sujets, des idées qui ne sont que des idéologies personnelles et qui ne sont fondées sur rien, en jouant sur la culpabilité et la détresse des parents, et ça, c'est grave. Parce que qu'on ressent de la culpabilité, par exemple, quand on lit le lait maternel est le meilleur aliment pour un bébé. On peut avoir de la culpabilité si on n'allait pas. Ça, je l'entends. Ça n'empêche pas la véracité du truc. Je veux dire, c'est quelque chose qui est démontré. Donc, c'est dommage, c'est triste qu'on ait cette culpabilité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est appuyé, scientifiquement parlant. Là, en fait, il y avait plein de messages. En fait, il y avait rien d'appuyé et c'était encore une fois extrêmement culpabilisant. Mais je vous invite à aller voir, hein, si vous voulez. Vous êtes pas bloqué, donc allez-y. Mais donc ce premier point, et en effet ça fait beaucoup de vues, et il se trouve que moi en fait si vous voulez je monétisais pas TikTok, j'avais enclenché la monétisation mais j'y étais pas trop donc je monétisais pas, et en fait la vidéo que j'ai fait pour lui répondre a buzzé comme on dit, elle a fait pas loin de 500 000 vues, cette vidéo elle va me rapporter 250 balles quoi, et alors, j'étais là waouh, ok d'accord, et du coup en fait j'ai compris après que en effet pourquoi est-ce qu'elle bloque pas les haters? Parce que c'est ce qui nourrit l'algorithme, c'est ce qui permet de faire des vues sur TikTok en fait. Vous savez, la polarisation des débats, c'est ce qui permet d'augmenter sa vision dans l'algorithme sur TikTok. Et donc derrière, après, j'ai aussi constaté qu'elle vendait des contenus par abonnement, etc. Donc voilà, tout ceci est estampillé Montessori. Donc on a toute une vague comme ça de parents, enfin de mamans, puisqu'il n'y a pas de papa aussi. Ah oui, point important aussi, il n'y a pas de papa dans cette histoire. Grosse essentialisation quand même, tous ces comptes-là, le père n'existe pas. Le père n'existe pas. Voilà. Donc, famille Montessori, mais il n'y a pas de papa. et je précise que ce sont des modèles hétéros. D'accord. Donc voilà, questionnement aussi. Donc, grosse essentialisation aussi, par rapport au rôle du père et de la mère. Mais voilà, donc bon. Tout ça pour dire que pourquoi est-ce que je voulais vraiment donner ce détail-là, parce que j'en ai parlé avec une amie de cette histoire-là, avec Marie par ailleurs, Marie Newton-Manbao, je vous le cache pas, on en parlait, elle me disait ouais faudrait qu'on réagisse tout parce que quand même c'est des darons qui se prennent les darons de Montessori, elles se prennent le jus, elles sont dans la sauce, enfin elles se prennent des sales remarques alors qu'elles essaient de faire le mieux pour leurs enfants. Oui mais en fait les autres aussi, je vais y revenir après sur Ghetto Souris, mais les autres aussi font de leur mieux en fait, déjà premier point, et deux, à un moment aussi, je ne cautionne aucun harcèlement, là, c'est vraiment pas le sujet, mais je ne cautionne aucun harcèlement, il n'y a pas de mais,
on est quand même aussi en droit de se demander comment est-ce que la gestion des réseaux sociaux, je pense moi à but lucratif, et aussi les messages qu'on passe, peuvent quand même avoir une résonance particulière. Je veux dire, moi le premier, et vous le savez puisque dans ce format réponse, je suis déjà revenu sur des épisodes où vous m'avez indiqué que c'était culpabilisant, et oui c'était culpabilisant, et oui il fallait tourner les phrases différemment, ok, et on évolue, et on avance, et on apprend, et c'est cool ensemble, mais je pense voilà qu'on doit entendre ça. Et vous savez, ces discours qu'on a déjà vu aussi sur Instagram, hein, de comptes de soutien à la parentalité, etc., qui racontent que, en fait, on s'en fout de ta culpabilité, c'est pas notre problème, etc. Dans une certaine mesure, il y a quelque chose à, bien sûr, mais il y a aussi un moment où les messages peuvent être travaillés, doivent être travaillés. Je pense que c'est important. Voilà, je pense que si on se dit que, je reviens sur mon exemple d'allaitement, si on dit d'une part que l'allaitement c'est le meilleur pour l'enfant, on doit d'autre part désindividualiser le sujet. Je m'explique. On sait bien aujourd'hui que dans la société en France, un allaitement qui fonctionne, c'est un allaitement qui est soutenu, que ce soit par le ou la partenaire de vie ou par le système et la société. Voilà, c'est important. Sinon, vous-même, vous savez, si vous avez vu qu'un allaitement, peu importe sa durée, c'est dur. C'est très, très dur. Voilà, nous, on a fait le premier à 4 ans. Là, Lucas, ça va faire 1 an. C'est dur. C'est dur, en fait, quand on n'est pas dans une société où l'allaitement est encouragé. Donc, voilà, nous, on a réussi à créer un cercle autour de nous. Mais sinon, c'est très dur. Et donc, quand on passe ce genre de message, il faut, je pense, pour être dans une certaine justesse du message, et ça, c'est vous qui me l'avez appris, personne d'autre, il faut, je pense, en effet, toujours rappeler le sujet collectif du message. L'allaitement, c'est le meilleur. En fait, au lieu de dire pourquoi toi tu n'allaites pas, c'est qu'est-ce qui t'a empêché d'accéder à un allaitement facile. C'est plutôt ces questions-là qu'on devrait poser. Et là, on n'est plus dans une certaine culpabilité. La culpabilité, chez la mère, en tout cas, puisque là c'est la mère qui est concernée, elle sera toujours là et on peut pas y faire grand-chose en effet, mais on peut éviter de la nourrir. On peut plutôt essayer de faire prendre du recul et de mener des actions collectives ensemble. Voilà, sur ce sujet, pourquoi est-ce que je pense que ce sujet de Montessori, c'est pas le bien contre le mal, les blancs contre les noirs, c'est beaucoup plus nuancé que ça, je pense. Je pense que ce mot Montessori s'est fait accaparer par des personnes qui, n'ont pas compris le sujet, et deux, y trouvent un intérêt commercial, voilà, avant tout. Voilà, c'est important de bien se rappeler parce que du coup, pour avoir observé le compte, les comptes concernés, voilà, c'est à chaque fois il y a le hashtag Montessori, même quand ça n'a rien à voir avec Montessori, etc. Parce que on cherche à aller attirer de la vue, mais en fait, le problème c'est qu'on porte atteinte à la crédibilité de toute une pédagogie qui, sans être miraculeuse, est quand même super intéressante, et je trouve ça dommage. Pour finir sur le sujet de la partie Montessori, donc les comptes que je voudrais vous conseiller, c'est Sylvie Desque Montessori sur Instagram, qui est la maman de Stéphanie Descleb, qui a le podcast Les Adultes de Demain, et qui fait un travail formidable, dans le respect par ailleurs de la volonté de Maria Montessori, puisque dans ses écoles, elle a plusieurs écoles Montessori, il y a toute une partie d'enfants qui ont pas ou peu de ressources, donc ça c'est vraiment essentiel, et c'est important de le savoir. Et aussi sur TikTok, je vous conseille le compte alors il s'appelle Professeur Montessori, je crois. Vous pouvez aussi chercher Hamid Montessori, Hamid. Moi, c'est un compte que j'adore suivre parce que le mec est il est ultra calé sur ce qu'il fait, hein. C'est un professeur spécialisé là-dessus, il est en Suisse, et puis surtout il avait créé une trend qu'il a pas trop poursuivi, mais si vous cherchez sur ses vidéos vous trouverez, où justement il avait créé l'idée de monter sans rien, voilà, comment faire du Montessori dans les bois, machin, sans payer en fait, parce que c'était ça l'idée de Maria Montessori à la base, et ça je pense que c'est super important de soutenir ces démarches-là, et que bien sûr il y a une démarche plus respectueuse de l'enfant dans ce que ces deux comptes présentent, ça en tout cas c'est en accord avec mes valeurs, mais attention, encore une fois, je tiens à vous préciser que c'est pas parce qu'il y a écrit Montessori quelque part que la personne a bien été formée et connaît son sujet, et deux, qu'il n'y a pas de violence derrière. Ça c'est important de bien le rappeler, parce que le nom n'est pas protégé, donc on fait n'importe quoi. Moi demain, je vous dis que je suis un papa Montessori et que je vais vous former, je peux le faire. D'accord ? Je peux le faire. Alors que j'ai juste fait, j'ai fait des ateliers sur le 0-3 ans et le 3-6, mais c'est tout ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire que j'ai fait des ateliers pour comprendre ce que c'était, savoir faire 2-3 trucs et voilà quoi. Et bien entendu qu'à côté j'ai mes lectures, etc. et mon enrichissement personnel, mais je ne suis absolument pas formateur de quoi que ce soit, mais je pourrais être
je pourrais m'en revendiquer. Donc c'est important de bien garder ça à l'esprit. Deuxième partie, les ghetto-souris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, vous l'avez compris en fait, puisque pourquoi est-ce que c'était vraiment important de vous expliquer tout ce dévoiement et ce fourvoiement autour de Montessori ? C'est pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une telle réaction à ça. Je m'explique du coup. La traîne ghetto-souris, c'est une traîne qui a été lancée par des mères, donc encore une fois, il n'y a pas de papa dans l'histoire. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et donc des mères qui ont réagi à ça, à cette traîne Montessori, d'une part parce que, comme souvent, elles se sont senties un peu attaquées par les contenus, et d'un autre côté, très sincèrement, comment ne pas les comprendre ? Je reprends les exemples de réponses qu'on a pu voir, c'est les messages de ces comptes dont j'ai parlé, qui s'identifient comme Montessori. Vous avez vu, c'est quand même extrêmement culpabilisant. Quand on te dit, si t'es pas foutu de prendre du temps pour ton gosse, pourquoi t'es devenu parent ? Ça te donne un peu envie de t'énerver quand même, tu vois, hein ? Surtout quand t'es fatigué, surtout parce qu'il y a des mamans solo aussi qui réagissent dans le ghetto-souris. Donc quand t'es maman solo, que tu fais ce que tu peux pour tes gosses, que tu cumules 2 emplois, etc., et qu'il y a une personne... il y a un sujet de classe sociale aussi, mais j'y reviendrai peut-être après, parce que bien entendu, les personnes côté Montessori, la plupart sont quand même très aisées et donnent des leçons, sans se demander si les personnes en face ont des ressources, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin non, c'est lié, mais j'en parlerai peut-être après dans une synthèse. Donc, t'as peut-être envie de réagir aussi, et donc tu réagis. Et tu réagis pas forcément très bien. Voilà. Et donc, chez les mamans ghetto-souris, du coup, comme elles ont enregistré que, Montessori, faut se lever à 2h du mat pour faire des pommes de terre, faut jamais que l'enfant regarde la télé, faut machin truc chouette. Moi, mon enfant, le week-end, il regarde la télé. Moi, mon enfant, des fois, il mange McDo. Et voilà. Et en fait, on assiste à une grande polarisation. Encore une fois, un grand clivage, de parents qui se sentent de devoir se justifier de ça, mais dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, ma foi, il y a rien de choquant. Il y a rien de choquant. Bien entendu que et il n'y a pas eu de personnes qui ont dit moi je suis une maman ghetto-souris parce que mon enfant passe 4 heures devant l'écran. Heureusement, peut-être. Hein. Après, j'ai pas vu tout le monde non plus. Hein. Mais on va retrouver aussi des cas extrêmes du coup dans ce côté-là. On va avoir d'une part dans cette réaction à cette traîne, donc ghetto-souris, des mamans qui se sentent de devoir se justifier juste de mon enfant, comme je vous le dis, le week-end, des fois moi je souffle et il regarde 20 minutes de dessin animé. Mais ok, mais tout va bien, tu vois. Mais en fait, ces personnes se retrouvent dans ce moment où elles se sentent de devoir se justifier. Et voilà. Alors après il y a des choses que moi avec lesquelles je suis en profond désaccord, bien entendu. Par exemple, les extrêmes qu'on va retrouver, ça va être moi je suis une maman ghetto-souris et mon enfant, bien sûr qu'il prend des coups de tatane s'il écoute pas, etc. Bon, là par contre c'est de la violence caractérisée, c'est autre chose. Mais attention, cet extrême nous choque à nous parce que ça correspond à nos valeurs. Mais rappelez-vous aussi que côté Montessori, il y a des extrêmes qui sont tout aussi graves, mais qui sont moins choquants potentiellement. Mais tout aussi grave. Et donc on va avoir cette polarisation extrême avec des réactions de ghetto-souris. Il y a des mamans du coup, alors ce qui est intéressant de regarder, c'est que souvent ce sont aussi des mamans racisées qui ont répondu à ça, en opposition encore une fois avec toutes ces mamans blanches qui et de catégorie sociale quand même très élevée, qui se permettaient de donner des soins à tout le monde. Et donc, il y a une réaction là-dessus, et il y a eu du coup une réaction d'autres mamans racisées qui expliquaient « Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites là ? Vous donnez une image de à partir du moment où on est racisé, on fait ça, et on frappe les enfants, etc. » Alors que ça n'a rien à voir, et que, rappelons-le quand même, c'est pas une question de couleur de peau de frapper les enfants, ça c'est vraiment important, et c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur la non-présence du papa chez les mamans Montessori, parce que quel est le rôle du père dans cette vision-là ? Je n'ai pas de réponse à apporter, mais ça m'interroge en tout cas, ça m'interroge. Ça m'interroge parce que le père est souvent le pourvoyeur de violence, là où la mère n'est que douceur, etc., dans les modèles très essentialistes et très archaïques.
Et l'autre point que cette personne soulevait en réaction à des vidéos Ghetto-Souris, c'était ok, mais est-ce que vous vous rendez compte que là en fait c'est du pain béni pour l'ASE, donc pour la protection de l'enfance en fait, ce que vous donnez, parce que on sait très bien en plus que les personnes racisées et dans la précarité sont les plus facilement ciblées par les services sociaux. Pas que, attention, ne crachons pas sur les services sociaux, même si leur état est catastrophique, mais il y a des personnes incroyables qui y travaillent, ça c'est important de le rappeler. Mais en tout cas, du coup, on se dessine, elle disait, vous dessinez gentiment une cible, sur le torse, et en disant, allez-y, prenez-moi mes enfants. Donc, on a eu cette réaction-là, et donc du coup, on a aussi surtout une grande banalisation des violences vis-à-vis de ça. Et ça aussi, forcément, ça pose un énorme problème. Parce que du coup, on revient encore une fois dans la banalisation des violences envers les enfants, comme si c'était une méthode éducative, comme s'il y avait un grand regroupement des parents autour de ça. Et en fait, au lieu d'avoir des parents qui échangent sur leurs difficultés, sur pourquoi est-ce que toi tu sens ça, toi tu fais ça, moi j'arrive pas à rester calme, donc je m'énerve, etc. Au lieu d'avoir du dialogue, on a encore du clivage. On a du clivage qui se forme, pourquoi ? Parce qu'il y a des paroles extrêmes. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on... Alors, je sais pas, sur les réseaux sociaux, ça me semble difficile de régler le problème, puisque l'algorithme nourrit ça, mais je pense vraiment qu'il faudrait qu'on arrive au maximum à se trouver au-dessus de la mêlée, quoi. Il y a des personnes qui ont tenté de réagir assez rapidement au sujet des mamans Montessori, je pense notamment à Mathilde aussi de Laurel Bank, qui avait fait une vidéo explicative en disant attention, en fait, on peut pas utiliser... Enfin, ça a pas de sens non plus d'utiliser ce nom-là. Mais il y a un vrai sujet d'attaque comme ça. On notera aussi que les mamans qui s'identifient maman Montessori ont principalement un enfant, alors que les mamans qui s'identifient comme Ghetto-Souris ont plusieurs enfants. Voilà, il y a peut-être quelques principes de réalité qui ont été rencontrés par d'autres et pas par d'autres. Ce que je dis là, ça cautionne pas du tout le fait qu'on puisse être violent si on a un deuxième enfant. C'est juste que, en effet, quand tu es confronté à un bébé qui pleure, à une plus grande qui, enfin, un bébé, tu vois, je pense à Lucas cet été, quand j'étais notamment souvent seul avec les deux. Bien sûr que Sarah de temps en temps, moi, j'avais son frère qui pétait les plombs à cause de son RGO. Sarah qui avait besoin d'attention et tout. En fait, moi, le temps que son frère dorme, des fois, bien sûr qu'elle a tapé 1 heure de dessin animé s'il faut. Je m'en fous, c'était pas tous les jours, le sujet est pas là, il y a quand même, en effet, faut doser, mais je m'en fous. Mais si j'étais tombé sur les contenus comme ça, Montessori et tout, peut-être que j'aurais, et Ghetto-Souris, peut-être que je me serais plus reconnu dans les Ghetto-Souris, etc. Donc en fait, on est en train, encore une fois, avec ce sujet, de peindre une espèce de ligne de démarcation, de clivage total entre des pratiques parentales, comme si tous les parents n'étaient pas en difficulté face à la parentalité dans une société qui ne la soutient pas. Et du coup, pendant que les parents se tapent sur la gueule gentiment sur les réseaux sociaux, enfin pas gentiment, mais en tout cas se tapent sur la gueule sur les réseaux sociaux, on oublie encore une fois le sujet collectif et politique. On est là dans la mêlée, on n'arrive pas à se mettre au-dessus de cette mêlée pour dire non mais le sujet en fait c'est pas les parents qui se tapent sur la gueule, le sujet c'est qu'est-ce qui fait que ce soit aussi difficile d'être parent dans notre société. Ce sont ça les questions qu'on devrait se poser. Et vous sentez là que ça m'agace, hein. Là, ça m'agace fortement, en fait. Parce que c'est fatigant, je vous cache pas que c'est fatigant de voir, encore une fois, que ça fonctionne. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un outil de polarisation de la pensée, un outil d'augmentation des clivages, et un outil d'augmentation des jugements sur les autres, et des jugements envers soi-même. Et donc je pense que vraiment, il faudrait qu'on arrive à élever le débat, à chaque fois qu'on voit un truc comme ça qui nous interroge, qui nous dérange, soit à ne pas réagir, soit à s'interroger, en tout cas quand ça concerne d'autres parents et qui sont pas spécialement dans la défense. Je vais vous donner un exemple très concret. Il suffirait de dire, je reviens à mon exemple Montessori du départ, il suffirait de dire, moi mon enfant, quand il dort dans la voiture, je préfère rester avec parce qu'en fait, pour moi, après la journée, elle est plus facile. Il y a des gens qui vont peut-être juger, etc., mais juste on s'en tient là. Moi, c'est mon vécu. D'ailleurs, c'est ce que je fais, moi, maintenant sur mes vidéos, sauf quand j'interviens en réponse à des vidéos médiatisées, mais à partir du moment où un parent donne son vécu, c'est son vécu. Point, en fait. À partir du moment où le parent dit pas « mais en fait, ça m'embête un peu de rester tout le temps dans la voiture, c'est quoi vos astuces ?» Voilà. À partir du moment où on n'a pas sollicité de conseils, faudrait qu'on apprenne à ne pas en donner.
ou à poser la question. Est-ce que tu veux un conseil pour... est-ce que moi j'ai des astuces par exemple maintenant pour faciliter le fait de se sortir de la voiture. Voilà. Est-ce que j'en ferai une vidéo? Je sais pas, mais voilà. Et à l'inverse, si vous voulez côté entre guillemets ghetto souris, ben ouais, moi mon enfant en fait je suis épuisé le week-end, ben ouais il regarde des dessins animés toute la matinée. Ben ok, d'accord. Peut-être que si la personne enchaîne en disant mais en fait il y a un truc qui m'embête là-dedans, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je pourrais faire, donc et là voilà, et là on pourrait dire à la personne ce qu'il en est sur son rythme personnel, aussi tout simplement qu'en fait c'est pas grave, je veux dire il y a plein d'enfants qui ont un dessin animé une fois par semaine et tout se passe très bien, et voilà, et on n'est pas obligé de les juger. Là où ça devient problématique, c'est en effet quand d'un côté ou de l'autre on va déjà de base émettre un jugement. Donc côté Montessori, je vous ai donné un exemple très concret, mais je peux vous en donner d'autres. Hein. Il y a par exemple ce côté de la chambre parentale. En effet, dire à des parents comme ça que avoir une chambre parentale c'est quelque chose de délétère et catastrophique pour l'enfant, outre le fait que ce soit pas forcé, c'est d'une violence inouïe. Bien sûr que ça donne envie de réagir. Moi le premier j'ai réagi. Bien sûr que ça donne envie de réagir de ce genre d'infos, ce genre de jugement incroyable. Et je vous parle même pas de ce qu'elle disait dans les commentaires. Hein. C'était que ça devrait être illégal, c'est totalement irresponsable, que les gens comme nous qui ont une chambre parentale ne devraient pas avoir d'enfants. Enfin, c'était d'une violence incroyable. Et voilà, donc je pense vraiment qu'il y a vraiment ce sujet-là. Et à partir du moment où on voit ça, je pense qu'on devrait juste voilà, se dire, ok, ce compte-là, avec cette position-là, je vais peut-être lui dire, écoute, moi ce genre de position ça me dérange, mais je le suis pas, je le regarde plus. Et c'est comme ça qu'en fait, si on arrête de consommer ce type de contenu et ce type de compte, d'un côté comme de l'autre, c'est là en fait que les gens vont de toute façon se réadapter pour créer d'autres contenus. Donc voilà, j'ai pas de solution miracle, mais je me dis vraiment que les réseaux sociaux, c'est pas un outil, enfin c'est un outil intéressant parfois dans l'aide à la parentalité et tout. Moi le premier, j'ai en effet, j'ai rencontré des gens formidables. Je pense qu'on arrive à constituer des communautés. Mais voilà, les jugements, à partir du moment où on voit que ça commence à exploser en clivage extrêmement gros comme ça, c'est compliqué. Et pareil aussi côté ghetto souris. J'ai donné l'exemple de la maman qui regarde la télé, mais bien entendu que la personne par contre qui va dire ah ben moi en fait je frappe mes gosses parce que c'est comme ça qu'on les éduque, ben non, là en effet on se doit de réagir, il y a un problème. Mais de la même manière que et là du coup true story, histoire vraie. si t'es pas anglophone, du côté Montessori, on va aussi avoir les mamans qui vont vous dire non mais laver le nez de son enfant, c'est parce que ça c'est du jus, je suis en train de réagir dessus sur TikTok. Non mais laver le nez de son enfant, il faut pas le faire si t'as pas son consentement, etc. Bah, enfin, on y revient toujours. Bah si en fait, il faut le faire. On va amener du jeu, on va accompagner le moment difficile, etc. avec toute la bienveillance possible. Mais il faut soigner son bébé. Et ça aussi, c'est un autre extrême. Parce que si on s'agace contre un parent qui frappe son enfant et qui le revendique, pas un parent qui craque, attention, je mets toujours cette nuance-là, mais, et qui le revendique, et on a raison de s'élever contre ça, on doit tout autant s'élever contre le défaut de soin, des parents qui revendiquent de ne surtout pas soigner leurs enfants, etc. Ce sont les mêmes qu'on retrouve aux urgences où le mouchage de nez est devenu une otite carabinée avec enfin je sais plus comment on dit, avec du pu et tout. Donc voilà, où est la violence aussi là. Et je pense que il y a une zone dans cet endroit, si on enlève cet espace de clivage, il y a une zone où on doit pouvoir échanger les parents. C'est bien sûr ce que j'essaie de faire ici, je suis pas le seul, bien entendu. Mais voilà, donc du coup, pour synthétiser, cette trend, enfin ce combat Montessori versus ghetto souris, je trouve ça triste. En premier pour les enfants. Voilà. Parce que pendant que on discute de tout ça, toutes les positions de ces enfants ne sont que des positions, enfin que toutes les positions de ses parents ne sont que des positions où l'enfant est un objet de leur éducation. Et voilà. Et il y a des concepts qui sont détournés, des concepts qui sont là pour aider les parents et accompagner et les enfants qui sont détournés à des fins plus ou moins comment dire, parce que c'est pas un problème de gagner de l'argent, mais le gagner en mentant aux gens, moi c'est pas quelque chose qui enfin éthiquement il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Donc voilà, mais les enfants sont-ils vraiment heureux de tout ça là-dedans? Moi je sais pas.
Je pense que l'enfant qui finit à l'hôpital, alors que si on lui lavait le nez, ça aurait duré 2 jours de lavage de nez, et que là en fait il va devoir se taper 15 jours d'antibiotiques, des douleurs pas possibles, et du coup devoir manger encore plus de médicaments, et de toute façon se laver le nez, c'est pas intéressant, et que bien sûr frapper son enfant en pensant que ça va l'éduquer, c'est pas intéressant non plus. Donc ça, ce sont pour les positions extrêmes, et en fait moi ce que je trouve dommage, c'est que du coup il y a des positions moins extrêmes dans ces camps Montessori, Ghettosori, de parents qui en fait, si on se croisait dans la vraie vie, eh ben on se jugerait pas comme ça, on discuterait, peut-être même on rigolerait de nos galères, on serait ensemble. Et je pense vraiment que qu'on devrait prendre du recul sur ces positions que nous font prendre les réseaux sociaux, à penser que à créer des bulles et à tout polariser. Pour finir, la seule question que je vais vous dire, c'est si vous croisiez dans la vraie vie un parent comme ça, qui exprime ces difficultés-là, est-ce que vous lui diriez de la même manière, t'es qu'une merde, ou tu devrais pas être parent, ou machin, enfin, j'ose espérer que non. Et donc voilà, et je pense que les médias s'emparent bien sûr de ce genre de clivage, mais qu'en fait, on devrait se mettre au-dessus de ça. Laisser les cas extrêmes là où ils sont, ne pas leur donner de crédit, parce que de toute façon, comme ce sont des gens qui font ça principalement pour le profit, ils vont réadapter leur contenu, et donc arrêter d'être extrêmes si on arrête de consommer leurs propositions extrêmes, quoi. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, comme c'est sorti avec le cœur, et un peu de réflexion quand même, mais voilà, donc ce genre de débat, vraiment, c'est quelque chose où je pense qu'il faudrait sortir de là, quoi. Faudrait sortir de là, et si je fais cet épisode, c'est justement pour remettre un petit peu de contexte dans tout ça, et essayer de rappeler que les enfants méritent mieux, et que nous, les parents, on mérite mieux que ça, en fait. On mérite mieux qu'être rangé dans une case. La relation à la vie, la relation à l'enfant, la relation à la parentalité, c'est beaucoup plus complexe que Montessori ou Ghettosori, quoi. C'est beaucoup plus que ça, et voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.